La pauvre femme sans abri avait été engagée seulement comme nourrice, mais la fille muette du millionnaire l'a appelée maman. Claire Moreau avait 34 ans, mais le poids de la vie lui en faisait porter 40. Assise sur un banc de pierre glacée près de la station de métro Saxe-Gambetta, elle observait les passants avec un regard absent, presque dissous dans la routine de ceux qui l'évitaient du regard. Depuis 3 ans, elle vivait dans la rue, errante entre les quartiers de Lyon, transportant dans un vieux sac à dos les maigres souvenirs d'un passé qui s'était effondré en silence. Une vieille écharpe de laine grise, une photo froissée de sa sœur décédée, un carnet où elle gribouillait parfois des mots qu'elle n'osait plus dire à voix haute. Le vent de novembre mordait la peau, mais Claire avait appris à ignorer le froid, comme on apprend à ne plus attendre les gestes de tendresse. Elle dormait à même le sol, entre les grilles d'aération du métro qui soufflaient un air tiède, et se réveillait avec le vacarme métallique des rames. Pour manger, elle faisait de petits travaux ponctuels, nettoyer vitrines à l'aube, distribuer tracts, parfois poser pour des étudiants en art. Le reste venait de la bonté fugace d'inconnus, un sandwich offert avec un sourire coupable, une couverture déposée sans un mot. Malgré tout, Claire ne mendiait pas. Il y avait en elle une dignité rugueuse, une fierté blessée mais intacte. Elle ne parlait pas de son passé, et personne ne posait de questions. Certains disaient qu'elle avait été institutrice, d'autres parlaient d'un divorce violent ou d'un enfant perdu. Claire laissait dire. La vérité, elle l'avait enfermée quelque part entre les pages de son carnet. Ce jour-là, le ciel était d'un gris épais, et une pluie fine tombait sans cesse, comme un chagrin qui ne voulait pas finir. Claire avait trouvé refuge sous l'auvent d'une boulangerie fermée, assise les jambes croisées, emmitouflée dans un manteau râpé. Elle regardait les flaques se former sur le trottoir, perdue dans ses pensées, quand une silhouette s'arrêta devant elle. C'était une femme âgée, d'allure distinguée, habillée avec un soin presque désuet. Un long manteau beige, des gants en cuir noir, un chignon parfaitement tiré. Elle tenait un petit parapluie rouge, et ses yeux clairs fixaient Claire avec une attention qui n'avait rien de condescendant. Elle ne parlait pas tout de suite, observant la jeune femme comme si elle cherchait à reconnaître quelque chose. « Vous vous appelez comment » demanda-t-elle enfin. Claire releva lentement les yeux, surprise par la voix douce et assurée. Elle hésita, cherchant l'ombre d'un piège. « Claire » répondit-elle simplement. La femme hocha la tête, comme si cela confirmait une intuition. « Je m'appelle Madeleine Dubois. J'ai un travail à vous proposer, si vous êtes disposée à écouter. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle avait entendu toutes sortes de propositions au fil des années, certaines honnêtes, d'autres dangereuses. Elle mesura la femme du regard, attentive à la posture, au ton, à l'absence d'arrogance. « Quel genre de travail » demanda-t-elle prudemment. « Un travail temporaire. Une famille que je connais cherche quelqu'un pour s'occuper d'une petite fille. Une sorte de nounou, rien d'extravagant. Logé, nourri, rémunéré. Ce serait pour commencer immédiatement. » Claire plissa les yeux, soupçonnant une mauvaise blague ou une manipulation. Mais il n'y avait dans le regard de Madame Dubois qu'une sincérité calme, presque troublante. « Pourquoi moi » murmura Claire. « Parce que vous avez ce regard. Fatigué, oui. Mais bon. Et je crois que cet enfant a besoin de quelqu'un qui connaît le manque. » Il y eut un silence pesant sous la pluie fine. Claire baissa les yeux vers ses mains sales, son manteau mouillé, sa vie entassée dans un sac de toile. Puis, elle releva le menton. « Je vous écoute. » Madame Dubois esquissa un sourire discret et fit un geste de la main, l'invitant à se lever. Claire ramassa ses affaires avec lenteur, comme si elle craignait de briser un sortilège fragile. Elles marchèrent jusqu'à une voiture noire garée à quelques mètres. À l'intérieur, tout sentait le cuir neuf et le silence confortable. Claire s'assit à l'arrière, raide, le regard rivé à la vitre embuée. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais pour la première fois depuis longtemps, une possibilité venait d'apparaître, fragile, incertaine, mais réelle. Le moteur ronronna doucement. La pluie continuait de tomber, effaçant les traces du passé sur les trottoirs mouillés. La voiture s'éloigna de la ville, emportant avec elle une femme brisée qui, sans le savoir encore, allait peut-être trouver bien plus qu'un abri. Le trajet se fit dans un silence habité. Claire, recroquevillée sur la banquette arrière, gardait les mains serrées sur son sac, comme si on allait lui arracher la seule chose qui lui restait. À travers la vitre, les lumières de Lyon s'estompaient peu à peu, remplacées par des arbres nus, des rues plus larges et des façades cossues aux portails automatisés. Le monde qu'elle connaissait
s'éloignait à mesure que la voiture grimpait une colline bordée de villas anciennes. Ce n'était pas un quartier où elle avait déjà mis les pieds. Madame Dubois parlait peu, se contentant de quelques indications à voix basse au chauffeur. Son calme tranchait avec l'agitation intérieure de Claire, qui sentait l'inquiétude monter. Elle ne connaissait ni les intentions de cette femme, ni l'endroit où elle se rendait, ni les gens qu'elle allait rencontrer. Mais elle savait aussi que la vie n'offrait pas souvent une deuxième chance, et que celle-ci, même enveloppée d'incertitude, méritait d'être regardée en face. Après une vingtaine de minutes, la voiture s'arrêta devant une grande grille en fer forgé. Au-delà, une allée bordée de cyprès menait à une maison imposante en pierre claire, typique de l'architecture bourgeoise du XIXe siècle. Claire sentit son estomac se nouer. La grille s'ouvrit sans un bruit, et le véhicule avança lentement vers l'entrée, où une lampe suspendue diffusait une lumière chaude et discrète. « Nous y sommes », annonça simplement Madame Dubois. Claire descendit, les jambes un peu tremblantes. Le sol était humide, les graviers crissaient sous ses chaussures usées. Devant la porte, un homme attendait, grand, droit, vêtu d'un costume sombre impeccable. Il n'avait pas l'air d'un majordome, mais plutôt celui d'un maître des lieux. Son visage était fermé, les traits tirés, les yeux clairs, mais sans chaleur. « Julien Moncler », dit-il sans tendre la main. « Vous êtes Claire ?» Elle acquiesça timidement. Il la regarda quelques secondes, comme on évalue un objet dont on doute de la valeur, puis fit un signe de tête à Madame Dubois. « Tu es certaine ?» demanda-t-il sans détourner le regard de Claire. « Absolument, répondit-elle. Donne-lui une chance, pour ta fille. » Julien se contenta de hocher la tête, puis se tourna vers Claire. « Suivez-moi. » L'intérieur de la maison était aussi imposant que son extérieur. De hauts plafonds moulurés, des tapis épais, des meubles anciens soigneusement entretenus. Pourtant, malgré le luxe, une froideur étrange planait dans l'air. Il n'y avait ni bruit, ni chaleur, ni vie apparente. Claire ressentit immédiatement une sorte d'oppression, comme si la beauté des lieux avait été figée dans le deuil. Ils traversèrent un couloir sombre et montèrent un escalier en bois. Julien ouvrit une porte au fond d'un petit palier. « Voici votre chambre. Salle de bain à droite. Les repas sont à heure fixe. Le salon des enfants est au rez-de-chaussée. Ma fille, Élise, a 6 ans. Elle ne parle plus depuis la mort de sa mère. Je veux quelqu'un de discret, ponctuel et sans ambition déplacée. Si cela vous convient, vous pouvez commencer dès demain. » Claire était figée. Tout allait trop vite. Elle regarda la pièce, un lit simple, une armoire, un petit bureau, une fenêtre donnant sur le jardin. Ce n'était pas un palace, mais comparé à un banc de métro, c'était le paradis. « Cela me convient », murmura-t-elle. Julien la regarda longuement, sans exprimer ni approbation ni hostilité, puis tourna les talons sans un mot. Quelques secondes plus tard, elle entendit la porte du rez-de-chaussée se refermer doucement. Claire s'assit sur le lit, posant son sac à ses pieds. Elle inspira profondément. Une chambre, des draps propres, un toit, un travail. Elle ne savait pas ce que les jours suivants lui réservaient, ni si elle était prête pour ce rôle qu'on venait de lui attribuer. Mais elle sentait, au fond d'elle, qu'elle n'était pas ici par hasard. Le lendemain matin, elle fut réveillée par une lumière pâle filtrant à travers les rideaux. Elle descendit doucement les escaliers, attentive au moindre bruit. Dans le grand salon, elle aperçut une petite silhouette assise sur un tapis, immobile. Élise. La fillette avait les cheveux châtains noués en 2 tresses fines et portait une robe bleu marine. Elle tenait une poupée contre elle, sans bouger, sans émettre un son. Claire s'approcha lentement, s'agenouilla à une distance raisonnable. Elle ne dit rien. Elle savait déjà instinctivement que les mots seraient inutiles pour commencer. Elle se contenta de rester là, silencieuse, attentive. La fillette leva les yeux un bref instant, puis les baissa de nouveau. Ce regard fugitif fut le premier fil ténu d'une relation à venir. Julien, debout dans l'encadrement de la porte, observait la scène. Il ne disait rien, comme s'il n'attendait rien. Pour lui, Claire n'était qu'une tentative de plus, un espoir fragile déjà condamné à l'échec. Mais pour Claire, c'était un début, le plus difficile peut-être, mais aussi le plus nécessaire. Les premiers jours furent empreints d'une étrange immobilité. Claire apprenait à se mouvoir dans la maison comme une ombre, évitant les planchers qui grinçaient, les regards insistants, et surtout la présence taciturne de Julien Moncler, qui traversait les pièces comme une silhouette spectrale. La maison, avec ses murs épais et ses couloirs silencieux, semblait figer les heures.
Seule la présence d'Élise rompait parfois cette léthargie, bien que son silence fût aussi pesant que l'atmosphère du lieu. Claire adoptait une approche douce, sans attentes immédiates. Chaque matin, elle descendait au salon des enfants, où Élise s'installait toujours à la même place, près de la grande baie vitrée qui donnait sur le jardin. La fillette jouait seule, alignant des poupées en silence ou fixant le ciel d'un regard absent. Claire s'asseyait non loin, feuilletait un livre à haute voix sans s'adresser à elle, ou dessinait en silence sur une feuille blanche. Pendant plusieurs jours, Élise ne montra aucune réaction. Pas un mot, pas un sourire. Mais Claire n'abandonnait pas. Elle reconnaissait dans l'attitude de l'enfant ce qu'elle portait elle-même. Une douleur recroquevillée, profonde, presque indicible. Et c'était cette reconnaissance muette qui guidait chacun de ses gestes. Un matin, alors qu'elle disposait des crayons de couleur sur la table, Claire remarqua que l'un des jouets de la fillette, une petite peluche en forme de renard, avait été déplacé. Il était posé non loin de l'endroit où elle s'asseyait d'habitude. Un geste infime, presque insignifiant, mais qui résonna en elle comme une tentative de communication. Elle n'en dit rien, ne réagit pas. Elle posa simplement un dessin du renard devant elle, comme un remerciement silencieux. Le jour suivant, un petit bout de papier avait été glissé sous la tasse qu'elle utilisait pour son thé. Dessus, un dessin maladroit d'un soleil et d'une silhouette tenant une main plus petite. Claire le regarda longuement, le cœur battant. Elle releva les yeux, croisant brièvement ceux d'Élise à travers la pièce. La fillette détourna immédiatement le regard, mais quelque chose s'était fissuré. Julien, lui, semblait de plus en plus distant. Il sortait souvent très tôt, rentrait tard, passait la plupart de ses journées enfermé dans son bureau. Il ne participait à aucun repas en commun, ne posait pas de questions sur sa fille. Il observait parfois Claire d'un air méfiant, comme s'il guettait la moindre faille. Mais il ne disait rien, et ce silence était plus glaçant que n'importe quelle réprimande. Un soir, alors que Claire rangeait les livres dans le petit salon, elle entendit un bruit de pas derrière elle. Élise se tenait là, sa poupée contre la poitrine, les yeux fixés sur un des albums qu'elle avait pris dans l'étagère. « Tu veux que je te le lise ?» demanda Claire doucement. La fillette ne répondit pas. Elle s'avança simplement, posa la poupée sur le coussin à côté de Claire et s'assit en silence. Claire ouvrit le livre et commença à lire, sa voix calme, presque un murmure. Élise ne bougeait pas, mais ses yeux suivaient chaque page. À la fin, elle posa un doigt minuscule sur l'image d'un chat endormi, puis se leva sans un mot et repartit vers sa chambre. Ce soir-là, Claire resta longtemps éveillée. Elle sentait que quelque chose s'éveillait, lentement, prudemment. Elle se surprenait elle-même à espérer, malgré ses propres blessures, malgré la froideur qui l'environnait. Il y avait dans les gestes d'Élise une forme de langage que seuls ceux qui avaient connu l'abandon pouvaient comprendre. Le lendemain matin, un autre petit changement eut lieu. En entrant dans le salon, Claire trouva une des chaises déplacée, orientée vers la fenêtre, avec une couverture pliée sur le dossier. Elle comprit immédiatement. Élise l'avait préparée pour elle. Elle s'assit, émue, s'enroula dans la couverture et regarda le jardin avec la fillette à ses côtés. Aucun mot n'était prononcé, mais il y avait là une complicité fragile, faite de silence partagé, une trêve dans la douleur. Julien les observa brièvement depuis l'encadrement de la porte. Il fronça les sourcils, mais ne dit rien. Il se détourna, refermant la porte derrière lui avec lenteur. Dans cette maison où la parole semblait avoir déserté, Claire apprenait peu à peu à lire les gestes, les regards, les silences. Et Élise, bien qu'encore murée dans sa muetité, laissait entrevoir des bribes d'émotion, des fragments de liens. Claire comprenait que l'enfant n'était pas seulement muette, elle était perdue dans un monde où la confiance s'était effondrée. Et chaque jour, un pas minuscule, une main tendue, pouvait l'aider à retrouver le chemin. La routine s'installait lentement, tissée de gestes simples et de silences respectés. Claire passait ses journées auprès d'Élise, organisant des activités discrètes, dessins, promenades dans le jardin, lectures à voix basse. La fillette restait muette, mais ses gestes devenaient plus assurés. Elle commençait à choisir ses vêtements, à offrir un jouet à Claire, à poser sa tête contre son épaule en fin d'après-midi. Des gestes infimes, mais qui, dans le mutisme de cette maison, résonnaient comme des éclats de lumière. Julien, en revanche, demeurait distant. Son visage fermé, son regard distant, son absence constante renforcèrent l'étrangeté du lieu. Claire ne l'entendait que rarement parler, toujours d'un ton monocorde, souvent pour donner des directives
ou commenter des chiffres au téléphone. À la table du dîner, il ne s'attardait jamais. Il mangeait en silence, les yeux rivés à son assiette, ignorant ostensiblement la présence de sa fille et de la nouvelle venue. Claire, d'abord résolue à se faire invisible, commençait peu à peu à ressentir le poids de cette indifférence. Non pour elle, mais pour Élise. La fillette observait son père avec une intensité douloureuse, cherchant, sans doute, une étincelle de reconnaissance, une chaleur qu'elle ne recevait jamais. Et chaque refus tacite semblait la refermer un peu plus. Une nuit, le silence de la maison fut brisé par une série de cris étouffés. Claire, réveillée en sursaut, se précipita hors de sa chambre. Élise était assise dans son lit, tremblante, les yeux écarquillés, les mains agrippées au drap. Un cauchemar, sans doute. Claire s'agenouilla, murmura des mots doux, lui caressa les cheveux, jusqu'à ce que la petite se calme et s'endorme à nouveau, la main dans la sienne. Le lendemain matin, Claire prit une décision. Elle attendit que Julien apparaisse dans le salon, son éternelle tasse de café à la main, prêt à repartir sans dire un mot. Elle s'avança doucement, le cœur battant. « Monsieur Monclerc, je peux vous parler une minute ?» Il leva un sourcil, surpris. Claire ne l'avait jamais interpellé directement. Il hocha la tête sans répondre et la suivit jusqu'au petit bureau près de la véranda. « Je suis désolé d'insister, » commença-t-elle, « mais je me dois de vous parler d'Élise. » Julien s'adossa à la cheminée, les bras croisés. « Qu'y a-t-il? Elle a fait quelque chose de déplacé. »« Non, justement, elle ne fait rien. Elle essaie. Elle s'ouvre. Mais elle n'a aucun retour. Vous ne lui parlez jamais. Elle vous regarde comme si elle attendait un signe, un mot, quelque chose. » Il haussa les épaules, presque agacé. « Les médecins ont été clairs. Elle n'a rien de physique. C'est dans sa tête. Elle est refermée, inatteignable. »« Vous vous trompez, » répondit Claire, la voix plus ferme. « Elle est atteignable. Elle a juste peur. Elle veut être aimée, comme tout enfant. Mais elle ne peut pas avancer seule. Elle a besoin de vous. » Julien détourna le regard, les mâchoires crispées. Un silence pesant s'installa. « Vous n'êtes pas psychologue, Madame Moreau, dit-il enfin. Vous êtes ici pour veiller sur elle, pas pour m'analyser. Je suis ici parce qu'elle m'a tendu la main, parce que, malgré son silence, elle veut encore croire qu'il existe un endroit sûr. Et je refuse de croire qu'un père peut ignorer ça. » Il fit un pas vers elle, les yeux brillants d'une colère contenue. « Vous ne savez rien de moi ni de ce que nous avons vécu. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est perdre la seule personne qui vous tenait debout. » Claire ne bougea pas. « Non, mais je sais ce que c'est que de perdre tout ce qu'on croyait acquis. Et je sais que parfois le silence est plus cruel que n'importe quel mot. » Julien la fixa longuement, puis tourna les talons et quitta la pièce sans un mot de plus. Claire resta seule, la gorge serrée. Elle avait dit ce qu'elle devait dire. Peut-être trop, peut-être pas assez. Mais elle ne regrettait rien. Ce jour-là, Élise lui offrit un dessin. 2 silhouettes se tenaient la main sous un arbre. L'une d'elles avait les cheveux longs, l'autre, un costume noir. Claire comprit immédiatement. C'était elle et Julien. Et au centre, un petit cœur rouge. Elle glissa le dessin dans son carnet, entre ses propres mots muets. La bataille serait longue, mais elle n'était plus seule à la mener. Le ciel s'était assombri dès l'après-midi et des bourrasques de vent fouettèrent les arbres autour de la maison. Claire avait passé la journée à distraire Élise avec des jeux de société, des histoires inventées, des marionnettes bricolées à partir de chaussettes orphelines. La petite fille avait suivi tout cela en silence, mais ses yeux, plus vifs qu'auparavant, trahissaient un intérêt croissant. Elle s'était même autorisé un sourire fugace, en voyant Claire imiter un corbeau maladroit, battant des ailes avec exagération. Mais au crépuscule, le vent tourna à la tempête. La pluie s'écrasa contre les vitres avec une telle violence que les lumières tremblèrent brièvement. Les arbres dehors tordèrent leurs branches sous les rafales. Claire se leva pour fermer les rideaux quand un éclair zébra le ciel, suivi presque aussitôt par un tonnerre assourdissant. C'est à cet instant qu'Élise poussa un cri aigu. Claire se retourna d'un bond. La fillette s'était repliée dans un coin de la pièce, les mains sur les oreilles, le visage déformé par la panique. C'était la première fois qu'elle émettait un son aussi net. Claire s'agenouilla à sa hauteur sans l'approcher brusquement, parlant d'une voix douce et constante. « Ce n'est qu'un orage, ma chérie. Ce n'est que le ciel qui grogne un peu. Ça va passer. Je suis là. » Élise ne semblait pas l'entendre. Elle tremblait de tous ses membres, les yeux écarquillés, figés dans un souvenir invisible.
Claire comprit que cette peur n'était pas celle de la pluie ou du tonnerre, mais quelque chose de plus ancien, de plus enraciné. Elle fit alors un geste instinctif. Elle ouvrit les bras lentement et attendit. La fillette la regarda hésitante, puis, comme poussée par une force inconnue, se jeta contre elle et s'y agrippa de toutes ses forces. Claire la serra contre sa poitrine, lui caressant les cheveux, murmurant des mots qui n'avaient pas besoin d'être compris pour apaiser. Et puis, presque sans y penser, elle se mit à chanter. C'était une berceuse ancienne, que sa propre mère lui chantait autrefois. Une mélodie douce, un peu mélancolique, en vieux français, qu'elle n'avait plus entendue depuis des années. Sa voix tremblait d'émotion, mais elle continua encore et encore, jusqu'à sentir la respiration d'Élise ralentir, ses sanglots s'apaiser, son corps se détendre. Elle resta là, assise sur le tapis, l'enfant endormi dans ses bras, pendant que la tempête faisait rage autour de la maison. Elle ne bougea pas, savourant cet instant suspendu, fragile, précieux. Pour la première fois, Élise avait accepté ses bras, sa voix, sa présence. Un pont s'était formé au-dessus de l'abîme. Le lendemain matin, Claire ouvrit les yeux sur une lumière douce, filtrant à travers les rideaux. Elle avait dormi dans le fauteuil près du lit d'Élise, encore épuisée par l'intensité de la nuit. Elle sentit un mouvement léger contre sa main. Elle regarda et vit que la petite éveillée la fixait calmement. Puis, lentement, avec une tendresse désarmante, Élise tendit sa main et saisit la sienne. Aucune parole, aucun sourire éclatant. Mais ce contact simple, direct, contenait plus de sens que 1000 discours. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle serra doucement cette petite main, comprenant que quelque chose avait basculé. Elle passa la journée avec une émotion étrange au fond de la gorge. Elle n'osa pas en parler à Julien. Il ne l'aurait sans doute pas compris, ou pire, rejeté. Il s'isolait encore plus ces derniers jours, s'échappant dans des dossiers, des appels, des silences glacés. Il ne voyait pas ce qui changeait. Mais Claire, elle, savait. Elle savait que ce contact matinal n'était pas un geste anodin. C'était une réponse, une confiance naissante, une porte entr'ouverte. Et pourtant, une peur grandissait en elle. Plus Élise s'attachait, plus Claire craignait de ne pas être à la hauteur. Elle n'était qu'une passante dans cette maison, une survivante au passé trouble. Et si on décidait qu'elle n'avait plus sa place ici? Si Julien d'un mot la renvoyait à la rue, brisant tout ce qu'elle construisait? Elle n'en parla pas à Élise, bien sûr. Elle continua à jouer, à lire, à marcher dans le jardin en tenant sa petite main. Mais chaque soir, en refermant la porte de sa chambre, Claire sentait le vertige du lien qui naissait, si fort, si beau et si vulnérable. Elle avait vu dans les yeux d'une enfant brisée la possibilité d'une rédemption. Mais elle savait que le monde ne pardonne pas facilement aux âmes perdues. Le mois de décembre s'annonçait avec ses journées grises et courtes, mais dans la maison des Montclair, une lumière timide semblait vouloir s'installer. Élise, bien qu'encore silencieuse, manifestait une attention constante à Claire. Elle l'attendait le matin, lui apportait un jouet, imitait parfois ses gestes. Il y avait dans ces petits rituels un apaisement évident. Claire, de son côté, commençait à ressentir une forme de stabilité, comme si elle reprenait pied sur un sol qu'elle croyait définitivement perdu. Mais cet équilibre fragile fut brusquement mis à l'épreuve. Un après-midi, alors qu'Élise faisait la sieste et que Claire rangeait les livres dans le petit salon, la sonnette retentit. Rarement utilisée, elle résonna comme un glas à travers les couloirs. Claire n'y prêta pas d'attention au départ, jusqu'à ce qu'une voix haut perchée et assurée brise le calme de la maison. « Julien, tu es là? On ne m'ouvre plus maintenant ?» Claire s'immobilisa. Les pas claquaient sur le marbre de l'entrée. Une femme d'allure mondaine venait d'apparaître dans le hall, les cheveux relevés en chignon strict, vêtue d'un manteau long et d'une écharpe de soie bleu nuit. Derrière elle, un jeune homme en uniforme portait 2 valises. Julien descendit du premier étage, visiblement surpris bien que tentant de dissimuler son trouble. « Cécile, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne réponds plus à mes messages, alors je viens moi-même, » répondit-elle en déposant ses gants sur la console. « Et puis, j'ai appris que tu avais engagé une nouvelle nourrice ?» Julien soupira. « Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. »« Ah, mais justement, » dit-elle en balayant la pièce du regard, « je suis curieuse de voir qui a l'honneur d'élever ma nièce. » Claire, qui s'était discrètement reculée dans l'ombre, sentit le regard de la femme se poser sur elle, avec une précision chirurgicale. Cécile s'avança,
La détailla de haut en bas avec une moue difficile à interpréter. Enchanté. Vous êtes la nouvelle aide familiale? Claire se redressa sans répondre. Elle s'appelle Claire Moreau, dit Julien à contre-cœur. Elle est ici pour Élise. Moreau, répéta Cécile en plissant les yeux. Ce nom ne me dit rien. Vous avez travaillé pour qui exactement? J'ai eu d'autres parcours, répondit Claire, la voix posée. D'autres parcours intéressants. Julien, tu la connais depuis combien de temps exactement? Assez pour savoir qu'Élise va mieux avec elle, coupa-t-il sèchement. Cécile haussa les sourcils. Elle vient de la rue, non? C'est ce que j'ai entendu dire. Tu penses que c'est judicieux? Une femme sans référence, sans famille, sans attache? Claire se raidit. Le ton mielleux dissimulait à peine le mépris. Julien, visiblement mal à l'aise, ne répondit pas immédiatement. Il semblait déchiré entre deux positions, défendre Claire ou éviter un conflit ouvert avec sa sœur. « Je comprends vos inquiétudes, » dit Claire d'un ton calme. « Mais je suis ici pour Élise, pas pour votre approbation. »« Charmante, » fit Cécile en se tournant vers son frère. « Vraiment, tu fais dans le social maintenant. Et si quelque chose arrivait à la petite, tu serais responsable. »« Il ne lui arrivera rien, » coupa Julien d'une voix froide. Claire reste. La tension dans la pièce monta d'un cran. Claire, encore debout, sentait son cœur battre fort. Les mots de Cécile avaient réveillé une peur ancienne, celle d'être de nouveau rejetée, d'être vue comme une erreur, un risque à écarter. Elle avait cru qu'ici, peut-être, elle pouvait reconstruire quelque chose. Mais le regard de cette femme lui rappelait que le monde ne pardonne pas les origines floues. Elle monta se réfugier dans sa chambre, tenter un instant de tout abandonner. Le sac était toujours là, prêt, comme une blessure jamais refermée. Mais avant de prendre une décision, elle alla voir Élise. La fillette dormait encore, paisible, sa main tenant fermement le bras d'une poupée. Claire s'assit doucement à côté d'elle. 1 heure passa, 2. Et quand Élise ouvrit enfin les yeux, elle lui sourit. Ce sourire balaya les doutes. Claire ne pouvait pas partir. Pas encore. Elle descendit plus tard, la tête haute. Cécile était installée dans le salon, un verre à la main, parlant bas avec Julien. Quand elle vit Claire, elle feignit l'indifférence. Mais Claire ne chercha plus à la convaincre. Elle n'avait rien à prouver. Ce soir-là, Julien frappa à la porte de sa chambre. « Je suis désolé pour aujourd'hui, dit-il. Ma sœur est protectrice, méfiante. Je comprends, répondit Claire. Il la regarda un moment, hésitant. Tu veux rester malgré tout? Pour Élise, oui. Tant qu'elle a besoin de moi. Julien hocha la tête. Alors tu restes. Claire referma la porte avec lenteur. La tempête n'était pas passée, mais elle avait choisi de l'affronter. Pour cet enfant, pour elle-même. Le froid s'était intensifié, couvrant les jardins d'une fine couche de givre chaque matin. Mais à l'intérieur de la maison Montclair, une chaleur nouvelle s'installait doucement. Depuis l'arrivée impromptue de Cécile, Claire redoublait d'attention, consciente que sa présence restait sous surveillance. Pourtant, ce qui se tissait entre elle et Élise échappait à tout contrôle extérieur. Ce n'était plus de la simple affection. C'était un lien, un besoin mutuel, un ancrage. Élise, jour après jour, retrouvait des couleurs. Elle riait parfois. Un rire discret, presque étouffé, mais si pur qu'il résonnait comme un miracle dans le silence ancien de la maison. Elle dessinait avec enthousiasme, reproduisant des scènes du jardin, des fleurs imaginaires ou des figures enfantines qui ressemblaient à Claire. Longue boucle brune, sourire fin, toujours au centre. Elle ne parlait toujours pas, mais ses gestes étaient devenus langage. Julien, de son côté, commençait à remarquer les changements. Il passait un peu plus de temps à la maison, prolongeait parfois les dîners au-delà des quelques minutes habituelles. Il regardait Élise avec plus d'attention, et bien qu'il restât réservé, quelque chose dans son attitude s'adoucissait. Claire surprit un jour un sourire fugace sur son visage lorsqu'il découvrit un dessin laissé par sa fille sur son bureau. Un père et une fille sous un parapluie, avec une femme brune qui tenait la main de l'enfant. Un soir, alors qu'un feu crépitait dans la cheminée du salon, Claire proposa un jeu de société. Élise s'installa aussitôt, visiblement ravie. À la surprise générale, Julien accepta l'invitation. Il s'assit en face de sa fille, la regardant poser ses pions avec une concentration sérieuse. Claire animait la partie, modulant sa voix comme une conteuse, et pour la première fois, ils formèrent quelque chose qui ressemblait à une scène familiale.
Élise, entre deux tours, leva les yeux vers son père et lui tendit un pion qu'il avait laissé tomber. Julien la remercia d'un simple hochement de tête, mais ce geste simple fut un sommet pour elle. Claire le comprit à l'éclat discret dans ses yeux. La barrière entre Claire et Julien s'effritait elle aussi, presque malgré eux. Un soir, alors qu'elle revenait du marché avec quelques provisions, elle le croisa dans le couloir. Il l'aida à porter le panier sans un mot. Mais au moment de poser les fruits sur le plan de travail, il dit « Elle change, grâce à vous ». Claire le regarda, émue mais prudente. Elle avait juste besoin qu'on lui tende la main. Elle avait ça en elle depuis toujours. Julien s'assit sur un tabouret, les coudes posés sur la table. Moi, je n'y arrivais plus. J'avais peur de mal faire, peur de la blesser encore. « Alors vous vous êtes éloigné, murmura Claire. C'était plus simple. Un silence tomba, pas hostile, pas gêné, juste chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. « Et vous ?» demanda-t-il soudain. « Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici ?» Claire baissa les yeux. « Des choses que j'ai perdues, des choix, des erreurs. Et puis un jour, tout ce que je pensais éternel s'est effondré. J'ai vécu dans la rue, j'ai appris à disparaître. Et maintenant je recommence. Pas comme avant, différemment. » Il acquiesça sans insister. Ce respect silencieux était plus précieux qu'un aveu. Leurs regards se croisèrent. Claire détourna le sien la première, troublée. Quelques jours plus tard, Julien fit un geste inattendu. Il invita Claire à dîner avec lui et Élise dans la salle principale, d'ordinaire réservée aux grandes occasions. La table était dressée avec soin, un feu allumé dans la cheminée, une nappe blanche déroulée. Élise portait une petite robe bleu clair et tenait fermement la main de Claire en entrant. Le repas fut simple, mais empreint d'une légèreté nouvelle. Julien parlait peu, mais écoutait. Claire racontait des anecdotes douces, et Élise souriait, gloussait parfois. Quand Julien versa un peu d'eau dans le verre de sa fille, elle le regarda longuement, puis lui tendit une fleur en papier qu'elle avait fabriquée plus tôt dans la journée. Il la prit, la posa devant lui avec soin. « Merci, ma douce, dit-il doucement. » Claire sentit son souffle se suspendre. Élise baissa les yeux, mais resta calme. À la fin du repas, Julien accompagna Élise jusqu'à sa chambre. Claire resta seule un moment, les mains croisées sur la table, le cœur débordant d'émotions qu'elle ne savait nommer. Elle n'avait jamais espéré cela. Pas ici, pas comme ça. Et pourtant, quelque chose naissait, lentement, hors du chaos. Quand Julien redescendit, il resta un instant près de la porte, l'observant. Puis il dit, presque à voix basse, « Merci d'être resté. » Claire leva les yeux. Elle ne répondit pas, mais son regard suffisait. Le vent soufflait avec moins de violence, mais les journées restaient froides et blafardes. Les semaines s'écoulaient dans une routine rassurante, rythmée par les progrès d'Élise et les silences désormais moins lourds de Julien. Claire s'autorisait, à demi-mot, à croire qu'un équilibre fragile s'était établi. Mais la vie, imprévisible et parfois cruelle, se chargea bientôt de rappeler que toute lumière peut vaciller d'un instant à l'autre. Cela commença par un frisson. Élise, habituellement énergique dès l'aube, était restée prostrée sous ses couvertures ce matin-là, le visage pâle et les yeux brillants de fièvre. Claire s'approcha, inquiète, posa sa main sur le front de l'enfant et sentit la chaleur anormale qui irradiait sa peau. La fillette tremblait légèrement et refusait de se lever. « Tu as mal quelque part ?» demanda Claire, douce. Élise ne répondit pas, mais ferma les yeux comme pour fuir. Claire alerta immédiatement le médecin de famille, qui promit de venir dans l'après-midi. Julien, en déplacement pour une conférence à Genève, était injoignable. Claire ne perdit pas de temps. Elle resta au chevet de l'enfant, la veilla, la rafraîchit, tenta de lui faire boire un peu d'eau tiède avec du miel. Lorsque le médecin arriva enfin, son visage trahit une légère inquiétude. Il diagnostiqua une infection virale sévère et recommanda une hospitalisation rapide pour éviter toute complication. Claire, le cœur serré, prépara les affaires de la petite et l'accompagna dans l'ambulance, tenant sa main tout au long du trajet. À l'hôpital, les heures s'étirèrent comme des jours. Élise fut installée dans une chambre isolée, perfusée, entourée d'un personnel attentif mais impersonnel. Claire resta à ses côtés, refusant de partir, dormant sur une chaise, mangeant peu, répondant aux questions des infirmiers avec une vigilance inépuisable. Mais ce fut au 3e jour que le plus grand bouleversement eut lieu. Claire entra dans la chambre à l'aube.
après avoir été brièvement remplacée par une aide-soignante. Élise, allongée, semblait éveillée, mais profondément triste. Elle refusait toujours de manger, bougeait à peine et ne communiquait qu'avec ses yeux. Claire s'approcha, lui parla doucement, lui caressa les cheveux, cherchant un signe d'apaisement. Et puis, soudain, alors que Claire s'apprêtait à raconter une histoire pour distraire l'enfant, Élise leva la main et la posa contre la joue de Claire. Ses lèvres bougèrent. Un son à peine audible s'en échappa, mais suffisant pour figer le temps. « Mama !» Claire cessa de respirer. Le mot avait été chuchoté, fragile comme un souffle, mais d'une clarté bouleversante. Élise la regardait avec une intensité douloureuse, ses yeux remplis de larmes. Claire sentit sa gorge se nouer. Elle voulut parler, mais aucun mot ne lui vint. Elle serra la main de la fillette contre sa joue, les yeux humides. « Je suis là, chérie, je suis là », murmura-t-elle. Ce fut un moment suspendu, un instant où la douleur, l'amour, la perte et la réparation se croisèrent dans un simple mot. Élise s'endormit peu après, apaisée, la main toujours dans celle de Claire. Julien arriva le soir même, enfin de retour. Il entra dans la chambre sans bruit, visiblement fatigué. Il observa la scène, Claire, penchée au chevet d'Élise, un livre à la main, et sa fille, endormie, ses traits détendus. Il s'approcha sans dire un mot. « Elle va mieux » demanda-t-il finalement. « Elle est encore faible, mais elle lutte », répondit Claire sans détourner les yeux. Julien s'assit lentement. Il semblait soucieux, presque distant, mais il gardait les yeux fixés sur l'enfant. Claire hésita, puis dit doucement « Elle a parlé aujourd'hui. Un mot, elle m'a appelé « Mama ». Julien resta figé. Il cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il n'avait pas compris. Puis, lentement, son regard se tourna vers Claire. Il y avait dans ses yeux quelque chose de trouble, un mélange de surprise, de douleur et d'ombre. « Tu veux dire qu'elle t'a appelé ainsi ?» murmura-t-il. « Oui, mais je ne l'ai pas cherché. Je vous le jure. » Julien se leva brusquement, comme s'il avait reçu un coup. « Tu aurais dû me prévenir plus tôt, dit-il, sec. Elle venait de le dire. Je n'ai même pas eu le temps de... C'est trop. Tu prends une place que tu ne devrais pas avoir. » Claire se redressa, les yeux écarquillés. « Je n'ai rien pris. Je suis là. C'est tout. C'est elle qui a parlé. C'est elle qui a choisi ce mot. Tu la confonds, répondit-il d'une voix plus dure. Elle ne comprend pas. Elle est vulnérable. Claire sentit la colère monter. Non, elle comprend très bien, elle ressent, elle voit. Et ce qu'elle m'a dit, elle ne l'a dit à personne d'autre. Pas depuis sa mère. Julien fit volte-face, sortit sans un mot. La porte se referma derrière lui comme un couperet. Claire, restée seule, sentit son cœur se briser un peu. Elle regarda Élise dormir et comprit que le chemin vers la lumière serait plus long, plus escarpé. Mais elle ne reculerait pas. Pas maintenant. Le lendemain du départ précipité de Julien, l'ambiance à l'hôpital resta suspendue, comme si le souffle de l'affrontement de la veille n'avait pas encore été complètement exhalé. Claire s'occupait d'Élise avec la même tendresse vigilante, mais une ombre s'était glissée en elle. L'enfant, quant à elle, semblait ne pas comprendre l'absence soudaine de son père. Elle tournait souvent les yeux vers la porte, espérant sans doute le voir apparaître à tout moment. Mais ce n'est que 2 jours plus tard que Julien revint. Il entra dans la chambre en fin de matinée, vêtu d'un manteau foncé, le visage fermé. Claire, assise à côté du lit d'Élise, sentit immédiatement la tension envahir la pièce. Il ne salua pas, ne demanda rien. Il alla simplement s'asseoir sur la chaise près du radiateur et resta là, les yeux rivés au sol. Élise, en le voyant, s'anima. Elle tendit la main vers lui, un sourire timide aux lèvres. Julien leva à peine les yeux, lui adressa un hochement de tête mais ne s'approcha pas. Claire sentit la petite se raidir. Le sourire disparut. La main retomba sur le drap. Pendant plusieurs minutes, le silence régna. Puis, sans le regarder, Julien parla. « Je suis venu signer les papiers de sortie. Les médecins disent qu'elle pourra rentrer demain. » Claire acquiesça. « Elle est plus forte que ce qu'on imaginait. » Il hocha la tête, toujours sans la regarder. « Je veux qu'on reprenne les choses comme avant. » Claire fronça les sourcils. « Comme avant. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'elle redevienne une enfant, qu'elle comprenne où est sa place et où est la vôtre. » Claire se leva lentement. Elle savait que le moment était venu, que les non-dits accumulés finiraient par éclater. « Ma place, je n'ai jamais essayé de la prendre, Julien. Je suis resté quand personne ne restait. J'ai veillé sur elle.
J'ai écouté son silence. J'ai vu sa douleur. Car tu lui as laissé croire que tu étais autre chose, que tu pouvais remplacer. Non, ce n'est pas moi qui lui ai dit maman, c'est elle. C'est son cœur qui a parlé, parce que vous ne parliez plus, vous. Julien se leva brusquement, les traits durs. Tu n'as pas le droit de dire ça. Claire le regarda droit dans les yeux, la voix tremblante, mais ferme. Et vous? Vous avez quel droit? Celui de fuir? De juger? D'accuser une femme qui, malgré tout, a choisi de rester? J'ai connu la rue, la faim, l'oubli, mais jamais je n'ai tourné le dos à Élise. Julien ouvrit la bouche, puis la referma. Il semblait vaciller. La colère dans ses yeux se mêlait à une douleur plus ancienne, plus profonde. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-il. « J'ai vu ma femme mourir sous mes yeux. Je n'ai rien pu faire. Et depuis, chaque sourire d'Élise me rappelle ce que j'ai perdu. C'est plus facile de ne pas sentir. Mais elle sent tout. Elle vous regarde chaque jour en espérant que vous la voyiez. Elle vous tend la main dans le noir et vous la laissez seule. » Un silence lourd tomba sur la chambre. Élise avait fermé les yeux, peut-être pour fuir, peut-être pour se protéger. Claire, elle, reprit son sac, le regard baissé. « Je partirai demain, après son retour à la maison. Je ne peux pas rester là où je suis perçue comme une menace. Mais sachez une chose, Julien, elle vous aime, elle vous attend. Ne la décevez pas encore une fois. » Elle quitta la chambre sans se retourner. Julien resta seul un long moment. Il s'approcha du lit, regarda sa fille. Elle dormait à moitié, les joues rosées par la fièvre résiduelle, les mains serrées autour d'un mouchoir en tissu que Claire lui avait donné. Sur ce tissu, un petit soleil avait été brodé maladroitement, mais avec amour. Julien s'assit, prit la main de sa fille dans la sienne et la garda là, silencieux. Il ne pleura pas. Mais quelque chose en lui commença lentement à se fissurer. Le retour à la maison fut discret. Élise, encore fatiguée, dormait la plupart du temps, blottie dans les couvertures de sa chambre. Claire l'avait accompagnée jusqu'à sa porte, comme elle l'avait promis, et avait veillé à ce que tout soit prêt pour son confort, les peluches nettoyées, les draps changés, le silence respecté. Puis elle était montée dans sa propre chambre, avait rangé ses quelques affaires dans son vieux sac, et s'était assise au bord du lit, en attendant l'aube. Julien, lui, n'avait rien dit depuis l'hôpital. Il s'était contenté de hocher la tête lorsque Claire annonça son départ et de s'éclipser dès leur arrivée. La maison, malgré la lumière douce de l'hiver filtrant par les fenêtres, retrouvait une froideur ancienne, une tension impalpable, mais pesante. Lorsque la nuit tomba, Claire descendit dans le vestibule, le sac sur l'épaule. Elle s'arrêta un instant près du salon, y jeta un dernier regard. Puis elle ouvrit la porte d'entrée. « Tu pars sans dire au revoir ?» La voix de Julien, calme mais chargée, la figea. Elle se retourna lentement. Il se tenait à quelques pas d'elle, les bras croisés, le regard sombre. « Je crois qu'il n'y a plus rien à dire, » répondit-elle. « Tu crois ?» Claire inspira profondément. « J'ai tout donné ici, pour elle, pour cette maison, pour vous. J'ai été discrète, honnête, présente. Et malgré cela, j'ai été traitée comme une intrusion, comme une menace. » Julien fit un pas vers elle. « Parce que tu l'étais. » « Non, Julien, c'est votre douleur que je menaçais, pas vous. » Il serra les poings. « Tu ne sais rien de ma douleur. Vous croyez que je ne sais pas ce que c'est que de perdre tout ce qu'on aime, de n'avoir plus que le silence pour compagnie? J'ai dormi dehors, affamé, invisible. J'ai vu la mort dans les yeux de ceux qui n'espéraient là plus rien. Et pourtant, j'ai choisi de tendre la main à Élise, pas pour vous défier, mais parce qu'elle le méritait. » Julien baissa les yeux. Il semblait lutter contre quelque chose. J'ai vu ma femme s'éteindre lentement, un cancer foudroyant. En 6 semaines, elle était partie. Et moi, je restais là, avec une enfant que je ne savais pas aimer sans me rappeler que je l'avais perdue, elle aussi. Mais elle est là, Julien. Elle attend encore. Malgré votre silence, vos absences, vos murs, elle tend la main chaque jour. Et moi, je suis fatigué d'être celle qui la reçoit à votre place. Il releva la tête, les yeux humides. Tu crois que je ne t'ai pas vu, toi, penché sur elle chaque soir, en train de chanter, de raconter des histoires? Tu l'as rendue à la vie. Moi, je l'avais perdue. Claire sentit sa gorge se serrer. Alors pourquoi me repousser? Parce que j'avais peur de te laisser entrer, de croire que quelque chose de bon pouvait encore exister, et de tout perdre à nouveau. Un silence s'abattit sur le vestibule. Claire posa son sac au sol,
doucement. Je ne suis pas venu pour voler votre place, ni celle de sa mère. Je suis venu parce qu'une enfant m'a regardé avec confiance et qu'elle m'a rendu à moi-même. Julien s'approcha lentement. Il tendit la main, la posa sur le sac, puis leva les yeux vers elle. « Reste !» Claire hésita, les yeux embués. « Je ne peux pas rester si c'est pour me battre chaque jour pour prouver que j'ai ma place. Alors reste pour que je te la donne, pour que je la prenne avec toi. » Elle le regarda longuement, et dans ses yeux, elle vit autre chose que la douleur. Elle vit un homme prêt à faire face, un père en train d'apprendre à aimer, un homme qui enfin cessait de fuir. Elle hocha la tête. « Pas comme avant, pas comme une ombre. Non, dit-il, comme toi, Claire. » Ils restèrent là en silence, pendant de longues secondes. Puis Julien ouvrit la porte, mais cette fois ce n'était pas pour la laisser partir, c'était pour la faire entrer, enfin. Le matin suivant, Claire ne dormait pas. Elle avait passé la nuit dans un abri de fortune, non pas par manque d'endroit où aller, mais par besoin de silence. Après avoir quitté la maison Montclair malgré la dernière tentative de Julien, elle avait erré dans les rues familières de Lyon, celles qu'elle connaissait trop bien, celles qui avaient accueilli sa solitude pendant des années. Elle avait traversé les quais glacés, entendu les cloches lointaines, vu les rideaux se fermer derrière des fenêtres chaudes. Et, finalement, elle s'était assise sous un porche, le sac à ses pieds, incapable de bouger. Elle ne savait plus si elle avait bien fait de partir, ni si elle avait la force de recommencer ailleurs. Les mots de Julien résonnaient encore dans sa mémoire. Cette fois, il n'avait pas fui. Il avait dit « Reste ». Et pour la première fois, c'était un homme brisé qui parlait avec humilité. Mais Claire avait trop souvent vu ses lueurs s'éteindre. Elle avait appris à ne pas se fier aux promesses nées dans la douleur. Au petit matin, alors qu'elle somnolait contre le mur froid du foyer, une silhouette familière s'arrêta devant elle. Julien, vêtu simplement, le visage marqué par la fatigue, mais déterminé. Il la regarda sans mot dire, puis s'agenouilla à sa hauteur, sans crainte de la saleté, sans crainte du froid. « Je t'ai cherché partout, dit-il à voix basse. » Claire ne répondit pas. Elle était trop lasse pour réagir avec colère, trop émue pour parler. « Élise pleure tous les soirs depuis que tu es partie. » Elle dit ton nom en silence. Elle ne comprend pas. Elle te cherche. « Et toi ?» demanda Claire, presque malgré elle. « Moi, je comprends. Enfin, ce que tu représentes, ce que tu es. Pas une remplaçante, pas une menace. Une chance, une présence, une force que je n'ai plus. » Il prit une longue inspiration. « Je ne suis pas venu te chercher comme un employeur qui a perdu une nourrice. Je suis venu comme un homme qui a perdu quelque chose d'essentiel et qui ne veut pas refaire cette erreur. » Claire sentit les larmes monter, mais elle les retint. « Et si je reviens, ce ne sera pas comme avant. Je ne veux plus être dans l'ombre. Je veux avoir ma place, ma chambre, mon rôle défini. Pas juste être toléré. Tu seras respecté, dit-il sans hésiter. Tu auras ton espace, ta voix. Et si tu le veux, tu auras notre confiance. La mienne, celle d'Élise, tu l'as déjà. » Ils restèrent là, à genoux sur le pavé gelé, au milieu de l'indifférence du monde. Claire vit dans ses yeux quelque chose de rare, une vérité nue, une fragilité qu'elle n'avait jamais imaginée chez lui. Il ne suppliait pas, il ne manipulait pas, il demandait, sincèrement. Elle se redressa lentement, prit son sac et fit signe qu'il était temps de partir. Julien la suivit en silence, comme on suit un espoir qui revient à la vie. De retour à la maison, Claire entra la première. La lumière du matin baignait le couloir d'une clarté douce. Elle monta les escaliers sans se précipiter. Au seuil de la chambre d'Élise, elle frappa doucement. La petite fille était assise sur son lit, les yeux encore gonflés de sommeil et de larmes. Quand elle vit Claire, elle se figea. Puis, lentement, elle ouvrit les bras. Claire s'approcha et s'agenouilla pour la prendre contre elle. Aucune parole ne fut échangée. Tout avait déjà été dit, à travers les jours partagés, les gestes tendus, le silence habité. Julien les observa depuis la porte, une main sur le chambranle. Il ne dit rien, mais Claire vit son visage s'adoucir. Elle se releva, replaça les draps autour de l'enfant, puis sortit sans bruit. Dans le couloir, Julien l'attendait. « Tu vas rester ?» Claire le fixa un long moment. « Je vais essayer. Mais cette fois, ce sera avec des limites, avec respect. Je ne suis pas un pansement. Je suis un être entier. Et tu seras traité comme tel. » Ils descendirent ensemble. Pour la première fois côte à côte.
non plus comme deux solitudes opposées, mais comme deux adultes prêts à construire autre chose, sans illusion, sans promesse facile, juste avec l'honnêteté de ceux qui ont beaucoup perdu, mais qui veulent, malgré tout, encore croire. Le retour de Claire dans la maison Montclair ne fut ni marqué par des festivités, ni par de grands discours. Il fut discret, presque solennel, mais empreint d'une signification nouvelle. Cette fois, elle n'entrait pas comme une étrangère recueillie par charité ou comme une simple employée. Elle entrait comme une présence choisie, nécessaire. Elle avait sa chambre, à l'étage, avec des draps propres, un bureau, une lampe qu'elle aimait. Julien avait respecté sa demande. Un espace personnel, un cadre clair, une dignité restaurée. Le premier matin, Élise entra timidement dans la chambre de Claire. Elle ne dit rien, mais grimpa sur le lit et s'assit à côté d'elle. Elles passèrent une heure entière à dessiner côte à côte, en silence. La fillette traçait des formes avec plus d'assurance. Des arbres, des oiseaux, des maisons. Et au centre de chaque feuille, 3 personnages. Une petite fille, un homme, une femme aux cheveux longs. Claire comprit sans que les mots soient nécessaires. Julien, de son côté, faisait des efforts visibles. Il participait au repas, demandait à Élise comment elle allait, lisait avec elle certains soirs. Son regard avait changé. Il y avait encore de la pudeur, des hésitations, mais aussi une attention nouvelle, une écoute qui n'existait pas auparavant. Il n'évitait plus les moments partagés. Il apprenait à être père, pas parfait, mais présent. Une semaine après le retour de Claire, ils décidèrent ensemble d'instaurer une nouvelle routine. Élise aurait ses après-midi partagés. Un jour avec Claire, un autre avec Julien, parfois les 3 ensemble. C'était une manière de reconnaître implicitement que la dynamique familiale se redessinait. Ce n'était plus un huis clos glacial, mais un noyau en reconstruction. Un dimanche, alors que la neige commençait à recouvrir le jardin, Claire proposa une activité inédite. Décorer un sapin dans le grand salon en écoutant de la musique. Élise en fut immédiatement ravie. Elle courait d'un carton à l'autre, choisissant les boules rouges, les guirlandes dorées. Julien s'était joint à elle, maladroit au début, puis plus détendu. Il riait doucement en voyant Claire corriger ses tentatives désastreuses d'accrocher les décorations les plus hautes. Ce jour-là, Élise prononça une nouvelle série de mots, presque sans s'en rendre compte. « C'est beau, notre arbre ». Claire se retourna stupéfaite et Julien laissa tomber une boule qu'il tenait. Ils se regardèrent, émus. L'enfant ne remarqua pas leur réaction. Elle continuait à disposer les décorations, concentrée. « Tu as entendu ?» murmura Claire. Julien acquiesça. Il s'approcha de sa fille, s'agenouilla près d'elle. « Tu veux que je t'aide à mettre les toiles ?» demanda-t-il. Élise hocha la tête, puis contre toute attente posa la main sur celle de son père. Julien la leva doucement dans ses bras, et ensemble, ils placèrent l'étoile au sommet du sapin. Claire, debout près de la cheminée, sentit son cœur se serrer. Il y avait dans cette image plus qu'un geste décoratif. Il y avait un début de réparation. Les jours suivants, la maison changea de visage. Claire y prenait des initiatives. Elle réorganisait la bibliothèque, redonnait vie à la cuisine, proposait des jeux éducatifs. Julien, sans chercher à tout contrôler, laissait faire, curieux, parfois admiratif. Ils parlèrent davantage, pas seulement d'Élise, mais aussi d'eux-mêmes, de leur passé respectif, de leurs blessures, de leur silence. Un soir, en refermant un livre d'histoire que Claire venait de lire à Élise, la fillette leva les yeux vers elle et dit « Tu dors là, ce soir ?»« Oui, ma chérie, je suis là maintenant. » Tous les soirs. La petite hocha la tête, satisfaite, et s'endormit rapidement, le visage apaisé. En refermant la porte, Julien attendait dans le couloir. Il la regarda, avec douceur. « Tu es devenue indispensable. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle savait que ces mots étaient sincères, mais elle refusait encore de s'y abandonner totalement. « Je suis là parce qu'elle en a besoin. Et moi aussi, peut-être. »« Et moi ?» demanda-t-il. Elle le fixa longuement. « Toi, tu apprends ? C'est un bon début. » Il sourit. Pas un sourire de façade, un vrai. Et Claire, pour la première fois depuis longtemps, sentit en elle quelque chose de stable. Non pas un bonheur éclatant, mais une paix naissante. Une promesse d'avenir, faite d'écoute, d'efforts partagés et de présence vraie. La maison, peu à peu, cessait d'être un tombeau du passé. Elle devenait un foyer, modeste, imparfait, mais vivant. Les mois passèrent, emportant avec eux les derniers restes du silence ancien.
La maison Montclair, autrefois figée dans un deuil immobile, respirait désormais une vie nouvelle. Les couloirs résonnaient de voix, les rires s'échappaient parfois des pièces, les fenêtres s'ouvraient plus souvent. Élise parlait, pas avec excès mais avec constance. Elle posait des questions, chantonnait, racontait à Claire ses rêves et même à l'occasion partageait ses souvenirs de sa mère avec une candeur délicate. Elle ne fuyait plus les photos. Elle les regardait avec une gravité douce, comme on observe les racines d'un arbre encore debout. Claire avait trouvé sa place. Elle ne vivait plus à la marge. Elle avait désormais un rôle défini, celui d'une figure aimante, stable, respectée. Ni simple employée, ni mère biologique. Elle était Claire, mais pour Élise, elle était surtout une constante, une présence enveloppante. Chaque matin, la petite venait frapper doucement à sa porte. Chaque soir, elle lui demandait une histoire. Et parfois, elle murmurait avant de dormir « Reste toujours ». Julien avait changé lui aussi. Il ne parlait pas beaucoup plus, mais il avait appris à exprimer autrement. Par des gestes, par des attentions discrètes, par un regard plus franc. Il partageait davantage son quotidien, prenait du temps avec Élise, sollicitait les idées de Claire pour les sorties, les jeux, les repas. Il avait même repris ses esquisses de projets architecturaux, dormant parfois dans son bureau après de longues heures de dessin. Mais toujours il veillait à saluer Claire, à remercier, à ne pas redevenir l'ombre distante qu'il avait été. Un après-midi de printemps, alors que les cerisiers du jardin explosèrent de fleurs, Julien proposa une sortie au parc de la Tête d'Or. Élise s'était enthousiasmée à l'idée. Ils avaient préparé un panier avec soin, choisi des livres, des jeux et même une nappe. Claire, d'abord hésitante, avait fini par accepter. Ils s'installèrent sous un arbre en fleurs. Élise courait autour d'eux, un cerf-volant coloré flottant dans le ciel. Claire s'asseyait lentement, observant la scène avec un sentiment de plénitude qu'elle n'avait jamais connu. Julien, assis à côté d'elle, regardait la fillette avec une fierté tranquille. « Tu te souviens du jour où on s'est rencontrés ?» demanda-t-il, sans détourner les yeux du ciel. « Oui, il faisait froid, et tu ne m'as pas dit bonjour. Je n'étais pas prêt à voir quelqu'un d'autre près d'elle. Et maintenant ?» Il se tourna vers elle. « Maintenant, je ne vois pas comment elle pourrait grandir sans toi. » Un silence s'installa doux. Claire baissa les yeux, touchée. « Et toi ?»« Moi, j'apprends encore. » Il tendit alors sa main vers elle. Claire hésita une seconde, puis la prit. Ensemble, ils observèrent Élise qui avait réussi à faire monter son cerf-volant très haut, riant à gorge déployée. Une femme, passant à côté, s'arrêta et sourit. « Quelle belle famille !» dit-elle simplement, avant de reprendre sa route. Claire et Julien se regardèrent. Aucun d'eux ne corrigea la femme. Aucun d'eux ne se sentit obligé d'expliquer. Parce qu'en cet instant, sous ce ciel doux, avec une main dans l'autre et un enfant heureux à portée de regard, ils étaient, d'une certaine manière, une famille, pas conventionnelle, pas parfaite, mais réelle. Le soir venu, Élise s'endormit rapidement, épuisée par les rires et le vent. Claire, en rangeant les livres, trouva un dessin sous son oreiller. 3 personnages, toujours les mêmes, se tenèrent la main. Au-dessus d'eux, écrit en lettres irrégulières, il y avait un mot que la petite n'avait jamais osé prononcer à voix haute dans ce contexte. « Ma famille ». Claire montra le dessin à Julien. Il le contempla longuement puis le glissa dans un cadre sans rien dire. Les jours continuèrent, faits de routines simples, de gestes partagés, de reconstructions lentes. Mais désormais, tout était différent. Il n'y avait plus de crainte immédiate de l'abandon, plus de murs infranchissables. Il y avait de la place pour l'erreur, pour l'émotion, pour l'amour. Et ainsi, sans grand fracas ni promesses spectaculaires, Claire, Élise et Julien avaient commencé quelque chose de rare, un nouveau départ, un enracinement dans la sincérité, une histoire écrite à 3 voix, entre les silences guéris et les mots retrouvés. Ils n'étaient plus perdus, ils étaient ensemble.